J'espère que ça a été bon. J'espère que la transition a été faite. Ça va, vous voyez bien? Je sais pas combien vous êtes sur le live. C'est toujours en direct? Ouais, ça semble être en direct. C'est bon. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des gens présents? Il n'y a personne. Ok. Bon. Voilà, nous allons nous rejoindre. Il est l'heure. Bienvenue dans Un jour en live. Alors, dans Un jour en live, le concept, c'est simple. Le plus sérieusement possible. Tous les jours, on va lire un livre, ou une partie de livre plutôt. On va commencer aujourd'hui par Amélie Nothomb, Acide sulfurique. Je vais pas pouvoir le lire en 1 heure, mais déjà, ce sera très bien. Voilà. Il y a une latence. Je ne peux pas répondre à vos questions, ni à vos commentaires. Et voilà. Donc, du coup, c'est parti. Il est 13 h. Nous allons pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, acide sulfurique de Amélie Nothomb. C'est parti. Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus. Il leur a fallu le spectacle. Aucune qualification n'était nécessaire pour être arrêté. Les rafles se produisaient n'importe où et emportaient tout le monde, sans dérogation possible. Être humain était un critère unique. Ce matin-là... Ah, attendez, je vais... avant de commencer, j'espère que ça fonctionne. Ça bug ou pas? Ouais, ça semble bon. Le son, on va voir. Ok, ok. Donc du coup, j'ai vu que le son fonctionnait. Autre chose... Attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Ce que je voulais faire, c'était... Ah oui! Je vais enlever le son des oiseaux. Voilà, normalement on n'entend plus le son des oiseaux. On va voir. Je crois qu'on va plus entendre le son des oiseaux. Ok. Attention, c'est parti, on continue. Je recommence hein, à zéro. Attention, c'est parti. Amélie Nothomb, acide sulfurique. Je vous remontre. Acide sulfurique de Amélie Nothomb. C'est tous les jours une lecture, un jour en live, un livre. Je vous lirai la deuxième partie demain. C'est parti. Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus. Il leur a fallu le spectacle. Aucune qualification n'était nécessaire pour être arrêté. Les rafles se produisaient n'importe où et emportaient tout le monde sans dérogation possible. Être humain était un critère unique. Ce matin-là, Panonique était parti se promener au jardin des plantes. Les organisateurs vinrent et passèrent le lac au peigne fin. La plus jeune se retrouva dans un camion. C'était avant la première émission. Les gens ne savaient pas encore ce qui allait leur arriver. Ils s'indignaient à la gare. On les entassa dans un wagon à bestiaux. Panonique vit qu'on les... Ok. Panonique vit qu'on les filmait. Plusieurs caméras les escortaient, qui ne perdaient pas une miette de leur angoisse. Elle comprit alors que leur révolte non seulement ne servirait à rien,
mais en plus serait télégénique. Elle resta donc de marbre pendant un long voyage. Autour d'elle pleuraient des enfants, grondaient des adultes, suffoquaient des vieillards. On les débarqua dans un camp semblable à ceux on les débarqua dans un camp semblable à ceux, pas si anciens, des déportations nazies, et, une notoire exception près, des caméras de surveillance étaient installées partout. Aucune qualification n'était nécessaire pour être organisateur. Les chefs faisaient défiler les candidats et retenaient ceux qui avaient les visages les plus significatifs. Il fallait ensuite répondre à des questionnements, des comportements. Zdena fut reçue, qui n'avait jamais réussi aucun examen de sa vie. Elle en conçut une grande fierté. Désormais, elle pourrait dire qu'elle travaillerait à la télévision. À 20 ans, sans études, un premier emploi, son entourage allait enfin cesser de se moquer d'elle. On lui expliqua les principes de l'émission. Les responsables lui demandèrent si cela la choquait. Non, c'est fort, répondit-elle. Pensif, le chasseur de tête lui dit que c'était exactement ça. C'est ce que veulent les gens, ajouta-t-il. Le chiquet, le mièvre, c'est fini. Elle satisfit à d'autres tests où elle prouva qu'elle était capable de frapper des inconnus, de hurler, des insultes gratuites, d'imposer son autorité, de ne pas laisser émouvoir par des plaintes. Ce qui compte, c'est le respect du public, dit un responsable. Aucun spectateur ne mérite notre mépris. Zdena approuva. Le poste de capot lui fut attribué. On vous appellera le capot Zdena, lui dit-on. Le terme militaire lui plut. Tu as de la gueule, capot Zdena, lança-t-elle à son reflet dans le miroir. Elle ne remarquait déjà plus qu'elle était filmée. Les journaux ne parlèrent plus que de cela. Les éditoriaux flambèrent, la grande conscience tempêtèrent. Le public, lui, en redemanda, dès la première diffusion. L'émission qui s'appelait sombrement Concentration obtint une audience record. Jamais on n'avait eu prise si directe sur l'horreur. Il se passa quelque chose, disaient les gens. La caméra avait de quoi filmer. Elle promenait ses yeux multiples sur les baraquements où les prisonniers étaient parqués. Des latrines meublées de paillasses superposées. Le commentateur évoquait l'odeur d'urine et le froid humide que la télévision, hélas, ne pouvait transmettre. Chaque capot eut droit à plusieurs minutes de présentation. Zdena n'en revenait pas. La caméra n'aurait Dieu que pour elle pendant plus de 500 secondes. Et cet œil synthétique présageait des millions d'yeux de chair. Ne perdez pas cette occasion de vous rendre sympathique, dit un organisateur au capot. Le public voit en vous des brutes épaisses. Montrez que vous êtes humain. N'oubliez pas non plus que la télévision peut être une tribune pour ceux d'entre vous qui ont des idées, des idéaux, souffla un autre avec un sourire pervers qui en disait long sur des atrocités qu'il espérait les entendre proférer. Zdena se demanda si elle avait des idées. Le brouhaha qu'elle avait dans la tête et qu'elle nommait pompeusement ses pensées ne l'entourdit pas au point de conclure par l'affirmative. Mais elle s'allongea. Mais elle songea qu'elle n'aurait aucun mal à inspirer la sympathie. C'est une naïveté courante. Les gens ne savent pas combien la télévision les enlaidit. Zdena prépara son laïus devant le miroir sans se rendre compte que la caméra n'aurait pas pour elle les indulgences de son reflet.
Les spectateurs entendaient avec impatience la séquence des capots. Ils savaient qu'ils pourraient les haïr, et que ceux-ci l'auraient bien cherché, qu'ils allaient même fournir à leur extraction un surcroît d'arguments. Ils ne furent pas déçus. Dans l'abject médiocre, les déclarations des capots passèrent leur espérance. Ils furent particulièrement révulsés par une jeune femme au visage mal acquéri qui s'appelait Zdena. « J'ai 20 ans, j'essaie d'accumuler les expériences, dit-elle. Il ne faut pas avoir d'a priori sur concentration. D'ailleurs, moi je trouve qu'il ne faut jamais juger, car qui sommes-nous pour juger? Quand j'aurai fini le tournage, dans 1 an, ça aura du sens d'en penser quelque chose. Là, non. Je sais qu'il y a pour dire que ce n'est pas normal, ce qu'on fait aux gens ici. Alors, je pose cette question. C'est quoi la normalité? C'est quoi le bien, le mal? C'est culturel. Mais Capos-Dena intervint l'organisateur. Mais Capos-Dena intervint l'organisateur. Aimeriez-vous subir ce que subissent les prisonniers? C'est malhonnête comme question. D'abord, les détenus, on ne sait pas ce qu'ils pensent, puisque les organisateurs ne les demandent pas. Si ça se trouve, ils ne pensent rien. Quand on découpe un poisson vivant, il ne crie pas. En concluez-vous qu'il ne souffre pas, Capos-Dena? Elle est bonne, celle-là. Je la retiendrai, dit-elle, avec un gros rire visant à provoquer l'adhésion. Vous savez, je pense que s'ils sont en prison, ce n'est pas pour rien. On dira ce qu'on voudra. Je crois que ce n'est pas un hasard si on atterrit avec les faibles. Ce que je constate, c'est que moi, qui ne suis pas une chuchote, je suis du côté des forts. À l'école, c'était déjà comme ça. Dans la cour, il y avait le camp des fillettes et des minés. Je n'ai jamais été parmi eux. J'étais avec les durs. Je n'ai jamais cherché à apitoyer, moi. Pensez-vous que les prisonniers tentent d'attirer sur eux la pitié? C'est clair. Ils ont leur beau rôle. Très bien, Capos-Dena. Merci pour votre sincérité. La jeune fille quitta le champ de la caméra. Épatée de ce qu'elle avait dit, elle ne savait pas qu'elle pensait tant de choses. Elle se réjouit de l'excellente impression qu'elle allait produire. En fait, on va faire une pause. Moi, j'ai des soucis de lecture. Et ça, c'est un petit défi de faire une lecture tous les jours pour pouvoir améliorer ma manière de lire en public aussi. Ça sert aussi à ça. Voilà, voilà. Et là, le problème, c'est que il n'y a pas de lumière. En vrai, je vois rien du tout. Je vais chercher un truc. Je sais même plus où est-ce que j'en suis, quoi. Ok.
Les journaux se répandaient les journaux se répandirent en invectives contre le cynisme nihiliste des capots, et en particulier du capos Dena, dont les propos donneurs de leçons consternèrent. Les éditorialistes revinrent beaucoup sur cette perle qui constituait le beau rôle attribué aux prisonniers. Le courrier des lecteurs parla de bêtises autosatisfaites et d'indigence humaine. Zdena ne comprit rien au déferlement du mépris dont elle était l'objet. Pas un instant elle ne pensa s'être mal exprimée. Elle en conclut simplement que les spectateurs et les journalistes étaient des bourgeois qui lui reprochaient son peu d'éducation. Elle mit leur réaction sur le compte de leur haine, et lumpenprolétariat et du lumpenprolétariat, et dire que je les respecte moi, se dit-elle. Elle cessa d'ailleurs très vite de les respecter. Son estime se reporta sur les organisateurs, à l'exclusion du reste du monde. Eux, au moins, ils ne me jugent pas. La preuve, c'est qu'ils me paient, et ils me paient bien. Une erreur par phrase. Les chefs méprisaient Zdena. Il se payait sa tête, et il la payait mal. À l'inverse, il y avait eu la moindre possibilité que l'un ou l'autre détenu sorte vivant du camp. Ce qui n'était pas le cas, il y eût été accueilli en héros. Le public admirait les victimes. L'habileté de l'émission était de présenter d'eux l'image la plus digne. Les prisonniers ne savaient pas lequel d'entre eux était filmé, ni ce que les spectateurs voyaient. Cela participait de leur supplice. Ceux qui craquaient avaient affreusement peur d'être télégéniques. À la douleur de la crise de nerfs s'ajoutait la honte d'être une attraction. Et en effet, la caméra ne dédaignait pas les moments d'hystérie. Elle ne les privilégiait pas non plus. Elle savait qu'il était de l'intérêt de concentration de monter au maximum la beauté de cette humanité torturée. C'est ainsi qu'elle élut très vite Pantanonique. Non, c'est pas Pantanonique, c'est Panonique. Pardon. Panonique l'ignorait. Cela la sauva. Si elle avait pu se douter qu'elle était la cible préférée de la caméra, elle n'eût pas tenu le coup. Mais elle était persuadée qu'une émission aussi sadique s'intéressait exclusivement à la souffrance. Aussi s'appliquait-elle à n'afficher aucune douleur. Chaque matin, quand les sélectionneurs inspectaient les contingences pour décréter lequel était devenu inapte au travail et serait envoyé à la mort, Panonique cachait son angoisse et son écœurement derrière un masque de hauteur. Ensuite, quand elle passait la journée à déblayer les gravats du tunnel inutile qu'on les forçait à construire sous la schlague des capots, elle n'affichait rien. Enfin, quand on servait à ces affamés la soupe immonde du soir, elle l'avalait sans expression. Panonique avait 20 ans et le visage le plus sublime qui se pût concevoir. Avant la rafle, elle était étudiante en paléontologie. La passion pour les diplodocus ne lui avait pas laissé trop de temps de se regarder dans le miroir, ni de consacrer à l'amour une si radieuse jeunesse. Son intelligence rendait sa splendeur encore plus terrifiante. Les organisateurs ne tardèrent pas à la repérer et à avoir en elle une raison, un tour majeur de concentration, qu'une fille si belle et si gracieuse fut promise à une mort à laquelle on assisterait en direct, créait une tension insoutenable et irrésistible.
Entre-temps, il ne fallait pas priver le public des délectations auxquelles sa superbe invitait. Les coups s'acharnaient sur son corps ravissant, pas trop fort, afin de ne pas s'abîmer à l'excès. Aussi cependant, pour susciter l'horreur pure, les capots avaient aussi le droit d'insulter, et ne se privaient pas d'injurer le plus bassement Panonique, pour la plus grande émotion des spectateurs. Pour ceux qui sont là, je m'entraîne à lire. Le but du jeu, c'est de lire un livre, de lire tous les jours en fait, de lire 1 heure tous les jours. Voilà, c'est un petit défi que je me lance. Plus sérieusement que faire des conneries sur Internet. C'est pour ça que je peux avoir des difficultés de lecture. Voilà, je pense qu'il serait bien de se lancer des petits défis comme ça. La première fois que Zedna aperçut Panonique, elle grimaça. Elle n'avait jamais vu ça. Qu'était-ce? Elle avait croisé bien des gens dans sa vie, mais jamais elle n'avait vu ce qu'il y avait sur le visage de la jeune fille. Elle ne savait d'ailleurs pas si c'était son visage ou dans son visage. Les deux peut-être, se dit-elle avec un mélange de peur et de dégoût. Zdena détesta cette chose qui la mettait si mal à l'aise. Ça lui serrait le cœur, comme quand on mangeait une nourriture indigeste. Le capot Zdena y repensa la nuit. Peu à peu, elle remarqua qu'elle y pensait tout le temps. Si on lui avait demandé ce que ce Y désignait, elle lui était incapable de répondre. Dans la journée, elle s'arrangeait peut-être le plus souvent possible dans l'entourage de Panonique afin de l'observer, à la dérober et de comprendre pourquoi cette apparence l'obsédait. Or, plus elle l'examinait, moins elle comprenait. Elle avait un souvenir très vague des cours d'histoire qu'elle avait reçus à l'école, vers l'âge de 12 ans. Dans le manuel étaient reproduits des tableaux de peintres du passé. Elle eût été bien en peine de dire s'il s'agissait du Moyen Âge ou d'un siècle ultérieur. On y voyait parfois des dames, des vierges, des princesses, qui avaient sur et dans le visage ce même mystère. Adolescente, elle avait pensé que c'était une chose imaginaire. De tels visages n'existaient pas. Elle avait constaté dans son entourage. Ça ne devrait pas être la beauté, puisque à la télévision, celle qui était censée être belle n'était pas comme ça. Et voici qu'à présent, cet inconnu présentait ce visage. Il existait donc. Pourquoi se sentait-on si mal à l'aise quand on le voyait? Pourquoi donnait-il envie de pleurer? Était-elle la seule à éprouver ça? Zdena en perdit le sommeil. Des boursouflures se formèrent sous ses yeux. Les magazines décrétèrent que la plus bête des capots avait de plus en plus une tête de brute. Dès leur arrivée au camp, les prisonniers avaient été dépouillés de leurs vêtements et avaient reçu une tenue réglementaire en leur taille. Pyjama pour les hommes, blouse pour les femmes, une matricule qui leur était tatouée dans la peau devenait l'unique nom autorisé. ZKZ 114, ainsi s'appelait Panonique, était désormais l'égérie des spectateurs. Les journaux consacraient des articles à cette jeune fille admirable de beauté et de classe, dont personne ne connaissait la voix. On vantait la noble intelligence de son expression. Sa photo s'étalait en couverture de nombre de revues. Le noir et blanc, la couleur, tout lui allait. Zdena
lut un éditorial à la gloire de la belle ZKZ 114. Belle, c'était donc ça. Le Capos Dena n'avait osé se le formuler. Partant du principe qu'elle n'y connaissait rien, elle fut assez fière d'avoir quand même été capable, sinon de comprendre, au moins de remarquer le phénomène. La beauté, c'était donc ça, le problème de CKZ 114. Les supposées belles de la télévision n'avaient pas suscité ce malaise chez Lena, qui en conclut qu'elle n'était peut-être pas vraiment belle. Concentration lui apprenait ce qu'était la beauté véritable. Elle découpa une photo particulièrement réussie de CKZ 114 et la colla près de son lit. Les détenus avaient ceci de commun avec les spectateurs qu'ils connaissaient le nom des capots. Ceux-ci ne perdaient pas une occasion de gueuler leur propre identité, comme si elles avaient besoin de l'entendre. Lors de la sélection du matin, cela donnait « On se tient bien droit devant le capot Marco » ou aux travaux du tunnel. « Dis donc, c'est ça que tu appelles obéir au cap Jean ? Au capot Jean ?» Il existait une certaine parité entre les capots, y compris dans la méchanceté, la brutalité et la bêtise. Les capots étaient jeunes. Aucun n'avait plus de 30 ans. Il n'avait pas manqué de candidats plus âgés, voire vieux. Mais les organisateurs avaient pensé que la violence aveugle impressionnerait davantage si elle émanait de corps juvéniles, de muscles adolescents et de visages pourpins. Il y avait même un phénomène, le capot Lenka, une vampe pulpeuse qui cherchait perpétuellement à plaire. Elle ne lui suffisait pas d'aguicher le public et d'onduler des hanches devant les autres capots. Elle allait jusqu'à tenter de séduire les prisonniers, jetant son décolleté à la figure et décochant des œillades à ceux qu'elle soumettait. Cette nymphomanie, jointe de l'atmosphère méphitique qui envahissait dans l'émission, écœurait autant qu'elle fascinait. Les détenus avaient également ceci en commun avec les spectateurs qu'ils ignoraient le nom de leur compagnon d'infortune. Ils eussent aimé le connaître, tant la solidarité et l'amitié leur étaient indispensables. Cependant, un instinct les avertissait du danger d'un tel savoir. Ils en eurent bientôt une illustration grave. La Capos Dena multipliait les occasions d'être en présence de la jeune CKZ 114. Les instructions n'avaient pas changé. S'il fallait frapper gratuitement quelqu'un, c'était la belle. Forte de cette consigne, Zdena pouvait invoquer le pouvoir pour passer sa rage sur Panonique. Elle y mettait un zèle particulier, sans pour autant transgresser les ordres qui étaient de ne pas abîmer sa beauté. Le capot cognait cette casette 114 plus que de raison. Les organisateurs s'en étaient aperçus. Ils ne désapprouvèrent pas cette disposition. Il y avait de la télégénie à voir se déchaîner cette incarnation de la brusquerie qui était Zdena sur la délicatesse déchirante de la jeune fille. Elle n'avait pas accordé trop d'importance à un autre signe de l'obsession de la capot. Elle ne cessait de nommer, ou plutôt de matriculer sa victime. C'était « Lève-toi, CKZ 114 » ou « Je vais t'apprendre l'obéissance, CKZ 114 » ou « Tu vas voir ce que tu vas voir, CKZ 114 » voire ce simple hurlement qui en disait long « CKZ 114 » Parfois, quand elle ne pouvait plus frapper le jeune corps, elle le jetait par terre en soufflant.
On en restait là pour cette fois, CKZ. Panonique demeurait admirable de courage et de tenue face à ces traitements. Elle ne desserrait pas les dents, s'appliquait à terre jusqu'au nasillement de sa douleur. Dans l'unité de Panonique, il y avait un homme d'une trentaine d'années qui se martyr que ce martyr rendait fou. Il eût 1000 fois préféré être frappé, lui plutôt que d'avoir le supplice récurrent de la jeune fille. À la pause un soir, celui qu'on appelait EPJ 327 vint lui parler. Elle s'acharne sur vous, ces KZ 114. C'est insupportable. Si ce n'était pas elle, ce serait quelqu'un d'autre. J'aimerais surtout que ce soit quelqu'un d'autre qu'on cogne. Que voulez-vous que j'y fasse, EPJ 327 ? Je ne sais pas. Souhaitez-vous que je lui parle ? Vous savez que vous n'en avez pas le droit et que cela aurait pour unique résultat de redoubler sa violence. Et si vous lui parliez, je n'ai pas plus de droit que vous. Ce n'est pas certain. Vous obsédez la Capos Dena. Croyez-vous que j'ai envie d'entrer dans son jeu ? Je comprends. Il parlait à voix très basse. J'ai peur qu'un des micros omniprésents capte la conversation. CKZ 114, puis-je vous demander votre prénom ? En d'autres temps, j'aurais aimé vous le dire. Là, je devine ce que ce serait très imprudent. Pourquoi ? Moi, si vous voulez, je suis prêt à vous révéler que je m'appelle EPJ 327. Vous vous appelez EPJ 327. C'est dur. J'ai besoin que vous connaissiez mon nom, et j'ai besoin de connaître le vôtre. Il commençait à hausser le ton de désespoir. Elle lui mit un doigt sur la bouche. Il tressaillit. En vérité, la passion de la Capos Dena croisait celle d'EPJ 327. Elle brûlait de connaître le prénom de CKZ 114. À force de rugir ce matricule 40 fois par jour, elle le trouvait insatisfaisant. Ce n'est pas pour rien que les humains portent les noms à la place des matricules. Le prénom est la clé de la personne. C'est le cliquetis délicat de sa serrure qu'on veut ouvrir quand on veut ouvrir sa porte. C'est la musique métallique qui rend le don possible. Le matricule est la connaissance de l'autre, ce que la carte d'identité est à la personne. Rien. Zdena s'aperçut avec fureur de cette limite de son pouvoir. Elle qui avait des droits si étendus et monstrueux sur la détenue, CKZ 114 n'avait pas les moyens de connaître son nom. Celui-ci n'était répertorié nulle part. Les papiers des prisonniers étaient brûlés à leur arrivée au camp. Elle ne pourrait apprendre le prénom de CKZ 114 que de la bouche de celle-ci. Ne sachant trop si ce questionnement était autorisé, Zdena s'approcha de la jeune fille avec une certaine discrétion des travaux du tunnel et, à l'oreille, lui chuchota. « Comment t'appelles-tu » Panonique tourna vers elle un visage stupéfait. « Quel est ton prénom » murmura encore la Capot. « CKZ 114 » fit le nom de la tête d'un air définitif, et elle recommença à déblayer les pierres. Vaincue, Zdena saisit sa schlag et roua de coups l'insolente. Quand elle s'arrêtera enfin à bout de force, la victime, malgré sa souffrance, lui glissa une œillade amusée qui semblait dire « Si tu t'imagines ce que c'est avec des procédés pareils, que tu vas me faire réfléchir ?» Je suis une imbécile, pense la Capot. Pour obtenir ce que je veux, je la démolis. Idiote de Zdena. Aussi, ce n'est pas ma faute. Elle me nargue, elle m'énerve, et alors je m'emporte.
Elle l'a bien cherché. En visionnant des bandes non décryptées, Zdena vit que CKZ-114 avait eu une conversation avec EPJ-327. Elle déroba du Pentotal à l'infirmerie et en injecta une dose à EPJ-327. Le sérum de vérité délia la langue du malheureux qui se mit à parler d'abondance. Je m'appelle Pietro Livi. J'avais tellement besoin de le dire. J'ai tellement besoin de connaître le nom de CKZ-114. Elle a eu raison de me le cacher, sinon je serais en train de te le révéler, Caposdena. Je te hais, tu es tout ce que je méprise, et CKZ-114 est tout ce que j'aime, la beauté, la noblesse, la grâce. Si je pouvais te tuer, Caposdena. Estimant en avoir assez entendu, elle l'assomma. Des organisateurs l'interceptèrent. Elle n'avait pas le droit de torturer des prisonniers pour son plaisir égoïste. Tu fais ce que tu veux, Caposdena, mais devant les caméras. Quant au Pentotal, il fut confisqué. Si je n'étais pas la reine des crétines, pensa Sdena, j'aurais injecté du Pentotal à CKZ-114. Maintenant, je n'en aurai plus sous la main, et je ne connaîtrai pas son nom. Elle avait raison dans le journal, je suis la bêtise satisfaite. C'était la première fois de sa vie que Zdena avait conscience et honte de sa nullité. Ah, la schlag! Elles se firent replier par d'autres capots. Il ne manquait pas de brutes à vouloir se défouler sur le corps frêle de ces CKZ 114. Dans un premier temps, Zdena se trouva en progrès. Elle n'éprouvait plus trop le besoin de détruire ce qui l'obsédait. Parfois, elle frappait d'autres prisonniers pour ne pas avoir l'air de se tourner les pouces. Mais cela n'avait aucune importance. Peu à peu, sa conscience se troubla. Comment pouvait-elle être contente d'elle à si bon compte? CKZ 114 subissait autant de violence qu'avant. Se laver les mains d'une situation ne signifiait pas que l'on était innocent. Une partie obscure de Zdena lui soufflait aussi que quand c'était elle qui s'acharnait sur ces casettes 114, il y avait du sucre dans cet acharnement, du sacré dans cet acharnement. Alors qu'à présent, la jeune fille était soumise à un lot commun, à l'horreur aveugle, au supplice vulgaire, elle décida de réaffirmer son élection. À nouveau, le Caposdena battit comme plâtre la jeune beauté. Quand celle-ci vit revenir la bourrelle qui s'était détournée d'elle pendant 7 jours, elle eut dans l'œil une perplexité qui semblait demander le sens d'une attitude aussi étrange. Zdena recommença à poser sa question. « Comment t'appelles-tu » Et elle recommença à ne pas lui répondre, sans abandonner cet air narquois où le capot n'avait pas tort de lire. T'imagines que je vis ton retour comme une grâce dont il faille te remercier. Elle a raison, pensa Zdena, il faut que je lui donne un motif de contentement. Je reviens, je vais me prendre un verre d'eau.
Ok, me revoilà. Donc du coup, je sais pas si vous allez tomber sur cette vidéo, mais en tout cas, moi, je galère. Voilà. Je suis actuellement en live, hein. C'est toutes les vidéos que vous allez voir, c'est en live. Voilà, donc du coup, là, je vais lire la suite. J'ai des soucis de lecture et je me dis pourquoi ne pas lire, pourquoi ne pas, euh, pourquoi ne pas s'intéresser à la lecture en fait. Voilà, tout simplement. Je crois qu'il y a beaucoup de latence quand même. Ah non, c'est bon. Bon, il doit y avoir 20 secondes de latence. Donc du coup, voilà, continuons le livre de Amélie Nothomb, Acide sulfurique, de manière complètement sérieuse cette fois-ci, parce que ça suffit les conneries, hein. Maintenant on va lire quoi. C'est un défi, voilà. EPJ 327 raconta à CKZ 114 l'interrogatoire qu'il avait subi. Vous voyez, dit-elle, il ne faut pas que vous connaissiez mon nom. Elle connaît désormais le mien, mais cela, il est clair qu'elle s'en fiche. Vous êtes l'unique obsession de la Capos-Dena. C'est un privilège dont je me passerai volontiers. Je suis sûr que vous pourriez en tirer avantage. Je préfère ne pas comprendre le sens de vos paroles. Je ne le disais pas de façon humiliante. Vous n'avez pas idée de l'estime que j'ai pour vous. Et je vous sais gré de me l'inspirer. Et je n'ai jamais eu autant besoin d'estimer quelqu'un que depuis que nous sommes dans cet enfer. Moi, je n'ai jamais eu autant besoin d'avoir la tête haute. C'est la seule chose qui me soutienne. Merci, votre orgueil est le mien. J'ai l'impression qu'il est aussi celui de tous ici. Il ne se trompait pas. Les prisonniers avaient également leurs yeux aimantés par sa beauté. Savez-vous que... Ok. Savez-vous que les propos les plus sublimes sur la gloire cornélienne ont été écrits par un juif français en 1940, dit encore OPJ 327. Vous étiez professeur? Demanda la jeune fille. Je le suis toujours. Je refuse d'en parler au passé. Alors, Capos-Dena, tu as recommencé à tabasser ces CKZ? Rigola le capot Jean. Oui, dit-elle, sans remarquer qu'on se moquait d'elle. Elle te plaît bien, hein? Demande le capot Marco. C'est vrai, répondit-elle. Tu adores la cogner. Tu ne peux pas t'en passer. Zdena réfléchit très vite. Elle eut l'instinct de mentir. Oui, j'aime ça. Les autres rirent grassement. Zdena pensa qu'il y avait 2 semaines, ce n'eût pas été un mensonge. Je peux vous demander quelque chose, les gars? S'inquiète-t-il? S'enquit-elle? Et c'est toujours. Laisse-la moi. Les capots hurlèrent de rire. D'accord, Capos-Dena, on te la laisse, dit le capot Jean, à une seule condition. Laquelle? Interrogea Zdena. Que tu nous racontes. Le lendemain, aux travaux du tunnel, CKZ 114 vit s'approcher d'elle la Capos-Dena, schlag à la main. La caméra se braqua sur cette paire de filles qui obsédait les spectateurs. Panonique redoubla d'efforts, sachant que ce zèle ne lui éviterait rien. Tu es une mauviette, CKZ 114, hurla la capot. Une pluie de coups de schlag s'abattit sur la prisonnière. Aussitôt, Panonique s'aperçut qu'elle ne ressentait rien. La schlag avait été remplacée par une imitation inoffensive. CKZ 114 eut le réflexe de feindre la douleur retenue. Ensuite, elle eut un bref regard en direction du visage de la capot. Elle y lut une intensité significative. La bourrelle était à l'origine de ce secret et ne le partageait qu'avec sa victime. L'instant d'après, Zdena redevient une capot ordinaire, gueulant sa haine.
Après une semaine de fausses schlags, la Capos Dena reposa sa question à CKZ 114. « Quel est ton prénom ?» Panonique ne répondit rien. Ses yeux sondèrent ceux de l'ennemi. Elle saisit son lot de gravats et les apporta sur le monceau commun. Puis, elle revint remplir sa bassine de déblayage. Dena l'attendait, l'air insistant, comme pour lui signifier que son traitement de faveur méritait une récompense. « Comment t'appelles-tu » Panonique réfléchit un instant avant de lui dire. « Je m'appelle CKZ 114. » C'était la première fois qu'un capot l'entendait parler. À défaut de donner son nom à Dena, elle lui offrait un cadeau inespéré, le son de sa voix. Un son sobre, sévère et pur, une voix d'un timbre rare. Zdena s'en retrouva si décontenancée qu'elle ne remarqua pas la réponse biaisée. Le capot ne fut pas la seule à noter le phénomène. Le lendemain, nombre de chroniqueurs titraient « Elle a parlé ». Il était rarissime qu'un prisonnier parle. À plus forte raison, aucun média n'avait encore pu capter la voix de CKZ 114. D'elle, on n'avait pu entendre que de vagues gémissements sous les coups. Là, elle avait dit quelque chose. « Je m'appelle CKZ 114. » Ce qu'il y a de plus singulier dans cet énoncé, écrivit un journaliste, c'est le jeu. Ainsi, cette jeune fille qui, sous nos yeux consternés, subit la pire infamie qui soit, la déshumanisation, l'humiliation, la violence absolue. Cette jeune fille que nous verrons mourir et qui est déjà morte peut encore fièrement commencer une phrase par un jeu triomphant, une affirmation de soi. Quelle leçon de courage! Un autre quotidien en tirait une analyse opposée. Cette jeune femme clame publiquement sa défaite. Elle prend enfin la parole. Mais pour s'avouer vaincue, pour dire que l'unique identité dans laquelle elle se reconnaissait désormais est ce matricule de l'horreur barbare. Aucun média ne saisit la véritable nature de ce qui s'était passé. L'action n'avait eu lieu qu'entre ces deux filles et n'avait de sens que pour elle, et cette signification gigantesque était « j'accepte de dialoguer avec toi ». Allez, on continue. Les autres détenus ne comprirent pas davantage. Ils éprouvaient tous la plus grande admiration pour CKZ 114. Elle était leur héroïne, celle dont la noblesse donnait le courage de redresser la tête. Une jeune femme qui portait le matricule MDA 802 dit à Panonique : « C'est bien, tu lui tiens la dragée haute. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je préfère le vouvoiement. » Je pensais que nous étions amis. Précisément, laissons le tutoiement à ceux qui ne veulent que du mal. Il me sera difficile de vous vouvoyer. Nous avons le même âge. Les capots ont également notre âge. C'est la preuve que, passé l'enfance, un âge identique ne suffit plus à constituer un point commun. Croyez-vous que ce vouvoiement servira à quelque chose ? Ce qui nous différencie des capots est forcément indispensable, comme tout ce qui rappelle que, contrairement à eux, nous sommes des individus civilisés. Cette attitude se propagea. Bientôt il n'y eut plus aucun prisonnier pour en tutoyer un autre. Ce vouvoiement généralisé eut des conséquences.
On ne s'en aima pas moins, on n'en fut pas moins intime, mais on se respecta infiniment plus. Ce n'était pas une différence formelle, on avait plus d'estime les uns pour les autres. Le repas du soir était une misère, du pain rassis et une soupe si claire que c'était un miracle si un bol contenait une épluchure de légumes. On avait si faim et les quantités étaient si maigres qu'on attendait cependant cette collation avec fièvre. Ceux qui recevaient cette patience se jetaient dessus sans parler à la main et la mangeaient à l'économie, l'air veule, calculant les bouchées. Il n'était pas rare qu'à la fin de sa ration, quelqu'un éclate en sanglots d'avoir le ventre si vide jusqu'au lendemain soir, n'avoir vécu que pour ce repas minable et n'avoir plus d'espoir en rien. Oui, il y avait de quoi pleurer. Panonique ne supporta plus cette souffrance. Lors d'un repas, elle se mit à parler. Comme un convive autour d'une table bien garnie, elle engagea la conversation avec les gens de son unité. Elle évoqua des films qu'elle avait aimés et les acteurs qu'elle admirait. Un voisin approuva. Le suivant s'indigna, le contredit, expliqua son point de vue. Le ton monta. Chacun prit position. On s'enflamma. Panonique éclata de rire. Et il y eut que PJ 327 pour s'en apercevoir. C'est la première fois que je vous vois rire. Je ris de bonheur. Ils parlent, ils se disputent comme si c'était important. C'est merveilleux. C'est vous qui êtes merveilleuse. Grâce à vous, ils ont oublié qu'ils mangeaient de la merde. Pas vous. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai remarqué votre pouvoir. Sans vous, je serais mort. On ne meurt pas si facilement. Rien de plus simple que de mourir ici. Il suffit de se montrer inapte au travail et le lendemain on est tué. On ne peut pourtant pas décider qu'on va mourir. Si, cela s'appelle le suicide. Très peu d'êtres humains sont réellement capables de se suicider. Je suis comme la majorité. J'ai l'instinct de survie. Vous aussi. Sincèrement, sans vous, je ne suis pas sûr que je l'aurais. Même dans ma vie d'avant, je n'ai jamais connu quelqu'un de votre espèce, un être auquel on puisse vouer sa pensée. Il me suffit de penser à vous et je suis sauvé du dégoût. La tablée de Panonique ne connut plus de dîner sordide. Les unités environnantes comprirent le principe et l'imitèrent. Plus personne ne mangea en silence. Le réfectoire devint un lieu bruyant. On avait toujours aussi faim et pourtant plus personne n'éclatait en sanglots en terminant sa pitance. On ne maigrissait pas moins, on n'en maigrissait pas moins. Ces casettes 114 qui étaient minces à son arrivée au camp avaient perdu la douce rondeur de ses joues, la beauté de ses yeux s'en accrut, la beauté de son corps s'en détériora. Le Caposdena s'en inquiéta. Elle essaya de glisser ses provisions à celle qui l'obsédait. Ces casettes 114 les refusa, effarée à l'idée de ce qu'elle risquait en les acceptant. Soit le geste de Zdena était enregistré par la caméra et ces casettes 114 encouraient un châtiment dont elle préférait ignorer la nature, soit le geste de Zdena n'était pas enregistré par la caméra et ces casettes 114 préféraient ignorer la nature des remerciements que le capot exigeait d'elle. Par ailleurs, elle crevait de faim. Il était terrible. Il était terrible de laisser filer des tablettes de chocolat dont l'idée la rendait malade de désir. Elle s'y résolvait, néanmoins, faute de trouver la solution. Elle advint que MDA 802 remarqua ce manège. Elle en conçut une grande colère. À la pause, à voix basse, elle vint apostropher sa compagne d'infortune. Comment osez-vous refuser de la nourriture ?
Cela me regarde, MD802. Non, cela ne vous nous regarde aussi. Ce chocolat, vous pourriez le partager. Vous n'avez qu'à y aller, vous, avec le Capos Dena. Vous savez très bien qu'elle s'intéresse uniquement à vous. Ne croyez-vous pas qu'il y ait eu lieu de m'en plaindre? Non. Nous voudrions tous que quelqu'un vienne nous offrir du chocolat. À quel prix, MDA 802? Au prix que vous fixeriez, CKZ 114. Et elle s'en alla furieuse. Panonique réfléchit. MDA 802 n'avait pas tort. Elle s'était montrée égoïste. Au prix que vous fixeriez, oui, elle devait y avoir de manœuvres, sans pour autant abdiquer. Stena n'était pas capable de penser avec les mots de PJ 327. Le phénomène qu'elle observait dans sa tête était cependant comparable. Le dégoût dont il avait parlé à Panonique, elle le connaissait, elle l'éprouvait au point de l'appeler par son nom. Dès sa prime jeunesse, Zdena, quand on la méprisait, quand on méprisait devant elle ce qu'on ne comprenait pas, quand on démolissait gratuitement quelque chose de beau, quand on rabaissait quelqu'un pour le plaisir de se vautrer dans la frange de provoquer la risée, ressentait un malaise tenace que son cerveau avait baptisé dégoût. Elle s'était habituée à vivre avec cette saleté, se disant que c'était le lot commun, l'alimentant, même pour se donner l'illusion de n'être pas toujours la victime. Elle pensait qu'il valait mieux provoquer l'écœurement que de le subir. Rarissimement, le dégoût s'évanouissait. Quand elle entendait une musique qui lui paraissait belle, quand elle quittait un lieu étouffant et recevait de plein fouet l'allégresse, la largesse de l'air glacial, quand l'excès de nourriture d'un banquet s'oubliait, dans une gorgée de vin âpre, c'était mieux qu'un répit. Soudain, le dégoût s'inversait, et il n'y avait pas de mot pour s'en opposer. Ce n'était ni de l'appétit ni du désir, c'était 1000 fois plus fort, une foi en quelque chose de trop vaste que se dilatait en elle au point de lui exorbiter les yeux. Panonique produisait sur elle cet effet, une sensation sans nom pour une personne sans nom. Il y avait trop d'innommés dans cette affaire. À n'importe quel prix, Dena obtiendrait le prénom de CKZ 114. Ni de l'appétit ni du désir, c'était 1000 fois plus fort, une foi en quelque chose de trop vaste que se dilatait en elle au point de lui exorbiter les yeux. Ah là là, bon, alors, oh là là, c'est trop chaud de lire à voix haute, putain. En fait, le truc, c'est que voilà, le truc, c'est que déjà c'est fatigant, et ensuite, je m'entends lire, donc du coup, moi qui ai un cerveau particulier, je m'écoute et des fois je sors de la lecture et des fois j'essaie de m'appliquer, donc du coup je lis d'une manière trop robotique et tout. Bon voilà, c'est pas grave, c'est un défi que je suis en train de réaliser, c'est un jour un livre. Je suis allé aujourd'hui pendant 1 heure jusqu'à peu près, je sais pas, la moitié du livre à peu près, presque la moitié, presque la moitié. On se remet ça demain. Il y a des personnes qui sont venues me voir sur le live. Voilà, c'est pas très intéressant, mais j'ai envie de vous faire la lecture. Si vous voulez vous arrêter, ben arrêtez-vous. Ce live est sur Facebook, en rediffusion sur YouTube. Et voilà, le but du jeu, le défi, c'est de lire 1 heure par jour, au moins, et de voir l'évolution. Voilà. Bon, ben, moi je vous dis à demain, de 13h à 14h. Bisous tout le monde.